Le reflet dans la baie vitrée me renvoyait l'image d'une femme que je reconnaissais à peine. Elle semblait calme, presque sereine, avec les lumières de Paris qui scintillaient derrière elle comme une promesse. 1 an. Une année entière s'était écoulée. Et pourtant, certains jours, j'avais l'impression que tout s'était passé la veille. Mon téléphone vibra sur la petite table en fer forgé du balcon. Le nom de Lucas s'afficha. Et un sourire instinctif étira mes lèvres. Maman, tu es prête pour le nouveau chapitre de notre vie? Sa voix était claire, pleine de cette énergie vibrante que je lui connaissais. Je pris une profonde inspiration, laissant l'air frais de la nuit parisienne emplir mes poumons. Je n'observais pas simplement la ville. Je la respirais. Je faisais partie d'elle maintenant. Plus que jamais. Mon chéri. Plus que jamais. La scène s'estompa. Les lumières de la capitale se transformant en un souvenir lointain. Pour laisser place à une autre lumière? Plus douce. Plus familière. 1 an plus tôt. À Lyon. Ma maison sentait le citron et les vieux livres. C'était une odeur réconfortante, tissée au fil de 30 années de vie. De rires et de larmes silencieuses. Depuis la mort de Jacques, 3 ans auparavant, les murs semblaient parfois se resserrer. Et d'autres fois, ils m'enveloppaient comme une douce étreinte. Ma retraite? Après une longue carrière de chef du service de neurochirurgie, aurait dû être un havre de paix. Et elle l'était. La plupart du temps. Je passais mes journées à lire dans le jardin, à faire du bénévolat à la clinique locale et à profiter de la présence de Lucas. À 32 ans, mon fils unique vivait encore avec moi. Pas par dépendance, mais par une affection profonde et un souci sincère. Après la perte de son père, nous nous étions instinctivement rapprochés. Un refuge l'un pour l'autre. Isabelle, sa fiancée, détestait cette proximité. Elle ne la voyait pas comme le lien naturel entre une mère veuve et son fils, mais comme une compétition malsaine qu'elle était déterminée à gagner. Ce soir-là, je préparais un dîner simple quand mon téléphone sonna. Pas un appel, mais un message. D'Isabelle. Lucas insiste pour que tu viennes, puisque tu seras seul pendant son absence. Célébration de ma promotion. Vendredi. 20h. À l'écrin. Tenue appropriée exigée. Tenue appropriée exigée. Comme si moi. Hélène Dubois. Ancienne chirurgienne ayant assisté à d'innombrables galas de charité et conférences médicales internationales, ne savait pas comment m'habiller pour un dîner à l'écrin. Le restaurant le plus en vue de Lyon. Je souris malgré moi. Isabelle avait cette manie étrange de me sous-estimer à chaque occasion. Elle me voyait comme une relique. Une petite mère de province dont l'univers se limitait à sa cuisine et son jardin. Elle ignorait tout de la vie que j'avais menée avant. Le téléphone sonna de nouveau quelques heures plus tard. Cette fois, c'était Lucas, qui appelait de son hôtel à Munich. Maman, tu vas bien? Tu vas au dîner d'Isabelle? Vendredi. Sa voix était chargée d'une inquiétude qui traversait les kilomètres. Bien sûr. Mon chéri. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Le rassurai-je, en choisissant soigneusement mes mots. Il soupira. Un mélange de soulagement et de culpabilité. Je suis désolée d'avoir dû insister. Je sais que ce n'est pas toujours simple entre vous deux. Mais je déteste l'idée que tu sois seule pendant ces 2 semaines. Mon adorable fils protecteur. Si doux. Si attentionné. Il était aveuglé par son amour pour Isabelle. Incapable de voir la condescendance qu'elle me témoignait si souvent. Et c'était mon rôle de mère de ne pas le lui faire remarquer. De le laisser construire sa propre vie.
Même si ses choix me serraient parfois le cœur. Lucas. J'ai survécu à 30 ans de neurochirurgie et à des missions humanitaires dans des zones de conflit. Je pense pouvoir survivre à un dîner avec ta fiancée. Le taquinai-je gentiment. Concentre-toi sur ton projet. Tout ira bien. Après avoir raccroché, mon regard se posa sur une photographie de Jacques, posée sur la commode de ma chambre. Il souriait. Ses yeux pétillants de l'intelligence et de la bonté qui l'avaient toujours caractérisé. Souhaite-moi bonne chance. Mon amour. Murmurai-je. Je crois que je vais avoir besoin de tes talents de diplomate ce soir. Ce que je n'avais pas dit à Lucas, c'était à quel point j'appréhendais cette soirée. Les amis d'Isabelle me considéraient comme une antiquité. La future belle-mère ennuyeuse, un peu provinciale, qui serait bientôt reléguée aux apparitions obligatoires pour les fêtes de fin d'année et les gardes occasionnelles d'enfants. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'Isabelle elle-même ignorait, c'est que sous mon apparence discrète se cachaient des expériences et des compétences qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Mes années de travail médical à l'international avaient exigé plus que des compétences chirurgicales. J'avais appris l'espagnol lors de missions répétées en Colombie et au Guatemala. Pour parler aux familles. Pour comprendre leurs peurs. J'avais appris l'italien lors d'un stage de perfectionnement à Milan. Dévorant la littérature médicale qui n'était pas encore traduite. L'anglais était la langue de la science. Des conférences. Des publications. Je parlais ces langues non par plaisir, mais par nécessité. Elles n'étaient pas une passion. Simplement des outils indispensables pour le travail qui comptait vraiment, sauver des vies. Le vendredi soir, je choisis une simple robe noire. Un classique intemporel. Accompagné d'un unique rang de perles. Élégante. Mais sobre. À 58 ans, je n'avais aucune envie de rivaliser avec l'inévitable étalage de marques de créateurs et de bijoux ostentatoires d'Isabelle. Lucas disait toujours que j'avais une classe discrète. Une description qui me plaisait bien plus qu'il ne pouvait le savoir. Je commandai un VTC, décidant de ne pas prendre ma propre voiture. Quelque chose me disait que j'aurais peut-être besoin d'une stratégie de sortie garantie ce soir. Alors que la voiture approchait de l'écrin, je me préparais mentalement à une soirée de sourires polis et de conversations prudentes. Ce à quoi je ne pouvais absolument pas me préparer, c'était la façon dont ce dîner allait tout changer. L'écrin brillait d'un luxe discret. Du laiton poli. Du bois sombre et un éclairage d'ambiance conçu pour flatter la clientèle la plus exigeante. Je repérai immédiatement Isabelle. Elle trônait au centre d'une grande table. Ses cheveux bruns brillants coiffés en vagues parfaites. Sa robe rouge étant un point de mire délibéré dans le restaurant au ton feutré. Son expression vacilla une fraction de seconde lorsqu'elle me vit. Une lueur d'agacement. Rapidement dissimulée sous un sourire de circonstance. Hélène. Vous avez réussi à venir ? Lança-t-elle. Sa voix portant une gaieté forcée. Tout le monde. Je vous présente la mère de Lucas. Pas ma future belle-mère. Pas même Hélène Dubois. Juste la mère de Lucas. Définie uniquement par ma relation avec son fiancé. Je souris chaleureusement. Saluant chaque personne alors qu'Isabelle faisait les présentations à contre-cœur. Ses parents. En visite de Biarritz. 3 amis de son école de commerce. 2 collègues de son agence. Et, tout au bout de la table, un homme à l'allure distinguée, présenté simplement comme Monsieur Durand, notre PDG. Enchanté de faire votre connaissance, dis-je, en prenant la place vide clairement laissée comme une pensée après coup, entre la mère d'Isabelle et une amie dont j'avais déjà oublié le prénom. Félicitations pour votre promotion. Isabelle. Lucas est si fier de vous. Elle hocha la tête avec dédain.
Il devrait être là pour la fêter. Ce contrat pourrait transformer la présence internationale de notre agence. Je suis sûr qu'il aurait voulu être là. Répondis-je d'un ton égal. Le projet aérospatial à Munich est tout aussi important pour sa carrière. Isabelle se détourna, mettant fin de fait à notre conversation alors qu'elle se lançait dans un récit détaillé de sa promotion pour ceux qui ne l'avaient pas encore entendu. J'engageai une conversation agréable avec sa mère, qui semblait légèrement mal à l'aise, mais pas méchante. Le premier changement subtil se produisit pendant l'entrée. Isabelle, décrivant avec animation une situation client difficile, s'interrompit au milieu d'une phrase et passa à l'espagnol, une langue que sa famille parlait couramment en raison de leurs origines basques. Tango que aguantar a esta vieja toda la noche, dit-elle à ses amis, en roulant des yeux dans ma direction. Mirad como comme. Tan lenta y aburrida como todo el lo que has. Je dois supporter cette vieille bique toute la soirée. Regardez comment elle mange. Aussi lente et ennuyeuse que tout ce qu'elle fait. Ses amis rirent nerveusement, tandis que ses parents échangèrent un regard gêné. Monsieur Durand, concentré sur son assiette, semblait indifférent à ce changement de langue soudain. Je continuais simplement à manger, en maintenant une expression agréable. Après 30 ans de chirurgie, j'avais appris à maîtriser l'art de garder un visage neutre sous la pression. C'était une compétence de survie dans une salle d'opération, où la panique était contagieuse. Apparemment, c'était aussi utile lors d'un dîner de famille. Encouragée par mon ignorance apparente, Isabelle continua. Elle passait à l'espagnol chaque fois qu'elle voulait faire une remarque acerbe sur mon apparence. Ma coiffure démodée. Ma carrière ennuyeuse de médecin désormais à la retraite. Suvos me vuelve loca. Se plaignit-elle pendant le plat principal. Chilona como un chihuahua. No sé como Lucas la soporta. Sa voix me rend folle. Aiguë comme celle d'un chihuahua. Je ne sais pas comment Lucas la supporte. Au dessert, elle était devenue de plus en plus flagrante, décrivant à ses amis hilares comment elle prévoyait de s'assurer que je rendrais rarement visite une fois qu'il serait marié. La mettrai en una residencia en cuanto pueda, déclara-t-elle. Lucas ne s'hésita cortar el cordon umbilical de una vez por toda. Je la mettrai dans une maison de retraite dès que possible. Lucas doit couper le cordon ombilical une bonne fois pour toutes. Pendant tout ce temps, je gardais mon sang-froid. Je discutais poliment avec les autres convives en français, feignant une ignorance totale du commentaire continu qui se déroulait à mon sujet dans une autre langue. Je remarquai que M. Durand me regardait avec une expression indéchiffrable pendant l'une des tirades particulièrement vicieuses d'Isabelle. Comprenait-il l'espagnol? Lui aussi? Ou était-il simplement en train d'observer la dynamique étrange de la table? Alors que la soirée touchait à sa fin et que les gens commençaient à rassembler leurs affaires, je décidai que le moment était venu. Je ne pouvais pas laisser passer cela. Pas pour moi, mais pour l'idée que je me faisais de la dignité et du respect. Je me levai lentement, m'assurant d'avoir l'attention de tout le monde. La table se tut progressivement, s'attendant à un toast de félicitations polies et prévisibles de la part de la future belle-mère. Je fixai mon regard sur Isabelle, dont le visage affichait un sourire suffisant. Ce sourire n'allait pas durer. Je commençai, ma voix calme et mesurée, mais chaque mot choisi avec la précision d'un scalpel. Et je choisis de commencer dans la langue qu'elle avait utilisée comme une arme contre moi. Isabelle. Quiero darte las gracias por invitarme esta noche. Commençai-je en espagnol parfait, observant son visage se vider de toute couleur. Le silence à la table devint absolu, pesant. Les rires nerveux de ses amis s'étaient éteints, remplacés par une stupeur figée. La mère d'Isabelle porta une main à sa bouche, ses yeux écarquillés par le choc.
Je continuai. Ma voix toujours aussi calme, mais portant à travers la pièce silencieuse et intéressante que me compare con una vieja bic. En mucha cultura. La cabra symbolisa la tenacidad y la capacidad de prospérer en entorno difficile. Quizás y un cumplido involuntario. Isabelle. Je veux te remercier de m'avoir invité ce soir. C'est intéressant que tu me compares à une vieille bique. Dans de nombreuses cultures, la chèvre symbolise la ténacité et la capacité à prospérer dans des environnements difficiles. C'est peut-être un compliment involontaire. Isabelle me regardait, la bouche entr'ouverte, incapable de formuler un mot. Ses joues passèrent du blanc au rouge vif en l'espace de quelques secondes. Je changeai de langue, passant à un français impeccable, m'adressant maintenant à toute la table. Quant à ma voix de chihuahua, comme certains ont pu l'entendre, ces petits chiens sont connus pour leur loyauté féroce et leur grande longévité. Deux qualités que j'estime profondément. Surtout dans les relations familiales. Les amis d'Isabelle fixaient leurs assiettes, visiblement mortifiés. Son père semblait soudain très intéressé par le motif de la nappe. Seul Monsieur Durand continuait de me regarder. Son expression toujours aussi impénétrable. Mais avec une nouvelle lueur d'intérêt dans les yeux. Enfin. Pour la touche finale. Je passai à l'italien. Une langue plus douce. Plus mélodieuse. Qui contrastait avec la dureté de la situation. Mon regard se posa brièvement sur Monsieur Durand avant de revenir sur Isabelle. Il vero caractère di una persona non si rivela quasi me quando è circondata d'acilla amira. Ma piuttosto quando crede di poter minuire gli altri senza conseguenze. Le vrai caractère d'une personne se révèle rarement lorsqu'elle est entourée de ceux qui l'admirent, mais plutôt lorsqu'elle croit pouvoir rabaisser les autres sans conséquence. Je revins à l'anglais pour ma conclusion. Une langue neutre. La langue des affaires internationales. Un clin d'œil subtil à l'homme au bout de la table. Mai son will chose y son passe. But y sincerely hope et fin de sommeon wucho respect. Not only when it's conveni. Bu even when they think no one is watching. Mon fils choisira sa propre voie. Mais j'espère sincèrement qu'il trouvera quelqu'un qui fait preuve de respect. Pas seulement quand c'est pratique. Mais même quand cette personne pense que personne ne regarde. Puis, revenant au français, je conclus. Merci à tous pour cette charmante soirée. Isabelle. Encore toutes mes félicitations pour votre promotion. Je suis certaine que vous avez travaillé très dur pour l'obtenir. Sur ces mots, je pris mon sac à main et me dirigeai vers la sortie. Sans un regard en arrière. Je n'avais pas besoin de voir le carnage que j'avais laissé derrière moi. Je pouvais le sentir dans le silence absolu qui pesait sur le restaurant. Dehors, dans l'air frais de la nuit lyonnaise, je pris ma première profonde inspiration depuis des heures. Je commandai un VTC sur mon téléphone. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais que plus rien ne serait comme avant. Et étrangement, malgré le caractère désagréable de la soirée, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Comme si je venais de déposer un fardeau que je ne savais même pas que je portais. Je n'ai rien dit à Lucas. Quand il a appelé le lendemain, j'ai simplement dit que la soirée avait été intéressante et j'ai changé de sujet pour parler de son projet en Allemagne. Il semblait soulagé que j'y sois allé et qu'il n'y ait pas eu de conflit ouvert. Du moins aucun que je ne lui rapportais. Isabelle ne me contacta pas du tout dans les jours qui suivirent. Je ne m'y attendais pas. Le genre d'humiliation qu'elle avait subi n'inspire généralement pas une réconciliation immédiate. Surtout de la part de quelqu'un d'aussi soucieux de son image. Je repris mes routines habituelles. Bénévolat à la clinique. Déjeuner avec d'anciens collègues. Gestion de la maison en l'absence de Lucas. 4 jours après le dîner, on sonna à ma porte de manière inattendue.
Quand j'ouvris, je trouvai Monsieur Durand, le PDG d'Isabelle, sur mon porche. Son costume coûteux ne semblant curieusement pas déplacé dans mon quartier de banlieue tranquille. Docteur Dubois, me salua-t-il formellement. J'espère que vous ne m'en voulez pas de cette visite impromptue. J'ai demandé votre adresse à Isabelle, sans préciser pourquoi j'en avais besoin. Monsieur Durand, répondis-je, cachant ma surprise. Je vous en prie. Entrez. Je le conduisis à mon salon. Un espace confortable rempli de souvenirs de mon travail médical international, une statue en bois sculptée du Guatemala. Des textiles d'Afrique de l'Ouest. Une petite peinture d'un patient italien. Un café ? Proposai-je. Ce serait merveilleux. Acquiesça-t-il. Noir. S'il vous plaît. Quand je revins avec 2 tasses. Il examinait une photographie encadrée de moi en tenue de chirurgien. Debout avec une équipe dans ce qui était visiblement un hôpital de campagne. Colombie. 2008. Expliquai-je en lui tendant son café. Après les inondations dans la région d'Antioquia. Impressionnant, dit-il en prenant la tasse. Docteur Dubois. Je vais être direct. J'ai été extrêmement impressionné par votre sang-froid et vos compétences linguistiques au dîner d'Isabelle. Notre entreprise se développe de manière agressive sur les marchés internationaux, notamment en Espagne, en Italie et dans le monde anglophone. Nous recherchons des consultants capables de nous aider à naviguer dans les défis culturels et de communication avec des investisseurs potentiels. Je ne m'attendais pas à cette tournure des événements. Monsieur Durand. Appelez-moi Richard. S'il vous plaît. M'interrompit-il. Richard. Rectifiai-je. J'apprécie votre franchise. Cependant, je dois préciser que les langues n'ont jamais été ma profession. Je les ai apprises par nécessité pour mon travail médical. C'est précisément cette expérience pratique qui nous intéresse, expliqua-t-il. N'importe qui peut apprendre des phrases toutes faites dans un manuel. Vous comprenez clairement les nuances culturelles et pouvez communiquer efficacement dans des situations de haute pression. Ce sont des compétences bien plus précieuses que des diplômes de langues officielles. Il me décrivit un poste de consultant qui impliquerait d'accompagner des dirigeants à des réunions internationales, d'aider à préparer des présentations culturellement appropriées et de traduire occasionnellement lors de négociations sensibles. La rémunération serait substantielle, conclut-il, en nommant un chiffre qui serait en effet généreux pour un travail de consultant à temps partiel. Je considérai attentivement son offre avant de répondre. Je suis sincèrement flatté, Richard. Et j'apprécie votre reconnaissance de compétences qui passent souvent inaperçues. Cependant, la médecine a toujours été ma vocation. Bien que je sois à la retraite de la chirurgie, mon travail bénévole auprès des populations défavorisées reste ma passion. Il hocha la tête, ne semblant pas particulièrement surpris par mon refus. Je m'en doutais, mais je sentais que l'offre valait la peine d'être faite. La façon dont vous vous êtes comporté à ce dîner, avec une telle dignité malgré le comportement d'Isabelle, suggérait une personne au caractère exceptionnel, en plus de ses compétences. Merci, dis-je simplement. Puis-je vous demander? S'aventura-t-il? Si Lucas sait ce qui s'est passé ce soir-là? Non, répondis-je. Et je n'ai pas l'intention de le lui dire. C'est entre Isabelle et lui. Richard m'étudia un instant. C'est remarquablement généreux, étant donné les circonstances. Ce n'est pas de la générosité? Clarifiai-je. Je n'ai jamais cru qu'il faille trianguler les relations. Lucas est un adulte qui doit prendre ses propres décisions en se basant sur ses expériences directes, pas sur des récits de seconde main, même de la part de sa mère.
Nous parlâmes encore un moment de sujets neutres, les défis du commerce international, mes expériences dans différents pays, le paysage changeant de Lyon. Alors qu'il se préparait à partir, il me tendit sa carte de visite. Mon offre reste ouverte si jamais vous reconsidérez. Et quoi qu'il en soit, j'espère que nous pourrons nous revoir dans des circonstances plus agréables. J'aimerais beaucoup, répondis-je honnêtement. Après son départ, je me demandais brièvement si Isabelle apprendrait sa visite et ce qu'elle pourrait en penser. Mais cette préoccupation s'évanouit rapidement. J'avais vécu trop longtemps pour m'inquiéter des opinions de quelqu'un qui avait fait preuve d'un si mauvais jugement et d'un si piètre caractère. Ce que j'ignorais, c'est que les vraies conséquences de ce dîner ne faisaient que commencer à se dessiner. Une semaine passa sans incident. Lucas appelait quotidiennement d'Allemagne, son enthousiasme pour le projet étant évident malgré la fatigue dans sa voix. Je continuais mon travail bénévole à la clinique, trouvant du réconfort dans la routine d'aider les autres. Isabelle restait remarquablement silencieuse. Pas d'appel, pas de message. Le silence me convenait. Je n'avais jamais cherché le conflit avec ma future belle-fille. Simplement un niveau de respect de base qui s'était constamment avéré insaisissable. Maintenant, avec la dynamique entre nous irrévocablement modifiée, je me demandais ce qui se passerait au retour de Lucas. Isabelle lui raconterait-elle ce qui s'était passé? Présenterait-elle une version édulcorée qui la mettrait sous un jour plus favorable? Ou bien, comme moi, choisirait-elle de garder tout l'incident privé? Je reçus ma réponse un mardi après-midi pluvieux. Je préparais le dîner quand on sonna à nouveau à ma porte de façon inattendue. À travers le Judas, je vis Thomas, l'un des plus proches amis de Lucas depuis l'université. Bien qu'il n'ait pas assisté au dîner fatidique, il était proche de plusieurs des amis d'Isabelle qui étaient présentes. Thomas, le saluai-je chaleureusement. Quelle bonne surprise. Entre. Tu vas être trempé. Il entra, enlevant sa veste mouillée, son expression inhabituellement sérieuse. Thomas avait toujours été le boute-en-train de la bande d'amis de Lucas. Toujours prêt à faire une blague et apparemment incapable de garder une humeur sombre bien longtemps. Docteur Dubois, commença-t-il formellement. Ce qui m'alerta immédiatement que ce n'était pas une visite de courtoisie. Je dois vous parler de quelque chose d'important. Je le conduisis à la cuisine, où l'odeur de la soupe mijotant créait une atmosphère chaleureuse en contradiction avec son malaise évident. Tu veux un thé? Ou quelque chose de plus fort peut-être? Un thé. C'est bien, répondit-il en s'asseyant à l'îlot de cuisine. Je ne peux pas rester longtemps. Pendant que je préparais 2 tasses, il rassembla ses pensées. Je ne sais pas si je devrais faire ça, dit-il finalement. Mais je ne peux pas ne pas le faire non plus. Vous voyez? Quoi que ce soit. Thomas, dis-le simplement. L'encourageai-je. Il prit une profonde inspiration. Tout le monde parle de ce qui s'est passé au dîner d'Isabelle. Je n'étais pas là. Mais Alex et Sophia y étaient. Et elles m'ont tout raconté. Il leva les yeux vers moi. Un mélange d'admiration et d'inquiétude dans le regard. Ce qu'Isabelle a dit en espagnol. Et comment vous avez répondu en 3 langues? Je posai son thé devant lui. Je vois. Ce n'est pas tout, continua-t-il. Isabelle a appelé tous ceux qui étaient là, leur faisant promettre de ne rien dire à Lucas. Elle est terrifiée qu'il découvre ce qu'elle a dit sur vous. Cela ne me surprit pas. Isabelle avait toujours été méticuleuse dans la gestion de son image aux yeux de Lucas. Ce qui me surprit, ce fut la déclaration suivante de Thomas. Je vais tout lui dire quand il rentrera, déclara-t-il fermement. Lucas est mon ami depuis 15 ans. Il mérite de savoir avec quel genre de personne il prévoit de se marier.
Je pris une gorgée de mon thé avant de répondre. Puis-je te demander pourquoi tu me le dis à l'avance? Thomas tripota sa tasse. Je suppose que je voulais savoir si vous vous y opposeriez. Si vous aviez une raison de garder ça secret que je ne vois pas. Il me regarda droit dans les yeux. Mais aussi pour vous dire que j'ai toujours pensé que vous étiez incroyable. Docteur Dubois. Lucas parle tout le temps de vous. Votre travail? Votre force après la perte de Monsieur Dubois? Tout. La façon dont vous avez géré le manque de respect d'Isabelle? Ça a juste confirmé tout ce qu'il a toujours dit. Sa loyauté envers mon fils me toucha profondément. Thomas. J'apprécie ton inquiétude et ton amitié pour Lucas. J'ai choisi de ne pas le lui dire parce que je crois que les relations doivent être gérées directement. Pas par des rapports de tiers. Je fis une pause, pesant mes prochains mots. Cependant, je ne te demanderai pas de lui garder des secrets. Tu dois faire ce que ta conscience te dicte. Il mérite mieux, dit simplement Thomas. Pas seulement dans la façon dont sa future femme traite sa mère, mais dans le genre de personne avec qui il partage sa vie. Quelqu'un qui se moque des gens dans leur dos et essaie ensuite de le cacher. Ce n'est pas le partenaire dont Lucas a besoin. Je ne pouvais pas être en désaccord, même si je ne le dirais pas explicitement. Lucas est intelligent et perspicace. Je lui ai toujours fait confiance pour prendre ses propres décisions, même quand j'aurais pu choisir différemment pour lui. Thomas resta peu de temps, déclinant mon offre de soupe avec un sourire d'excuse. Alors que je le raccompagnais, il se tourna sur le seuil. Lucas rentre samedi. N'est-ce pas? J'acquiesçai. Je le vois pour un basket dimanche matin, dit-il. Sa décision clairement prise. Juste pour que vous le sachiez. Après son départ, je restai dans ma cuisine silencieuse, me demandant comment ce nouveau développement affecterait tout. J'avais fait la paix avec le fait de ne pas le dire moi-même à Lucas, croyant que certaines affaires étaient mieux laissées entre les personnes directement concernées. Mais je ne pouvais pas et ne voulais pas demander aux autres de maintenir une tromperie en mon nom. Quoi qu'il arrive ensuite, cela se déroulerait selon sa propre logique. Tout ce que je pouvais faire, c'était me préparer à la tempête potentielle. Le reste de la semaine s'écoula dans une étrange animation suspendue. Je reçus une note de remerciement formelle de Richard Durand pour notre rencontre, accompagnée d'un don généreux à la clinique où je faisais du bénévolat. Un geste qui démontrait à la fois un sens aigu des affaires et une délicatesse personnelle. Martina, de son côté, fit son premier contact depuis le dîner. Un SMS laconique m'informant qu'elle et Lucas viendraient déjeuner le lendemain de son retour pour discuter des plans de mariage. Aucune reconnaissance de ce qui s'était passé. Aucune excuse. Pas même un soupçon que quelque chose avait changé entre nous. Juste la continuation de son approche typiquement présomptueuse de mon temps et de ma maison. Je répondis par une simple confirmation, ajoutant que j'avais hâte de voir Lucas après ces 2 semaines d'absence. Son nom à elle était manifestement absent de mon anticipation exprimée. Le samedi soir, alors que je me préparais pour le retour de Lucas et la confrontation inévitable qui s'ensuivrait, qu'elle soit initiée par lui ou par elle, je me trouvais étrangement calme. Des années à prendre des décisions de vie ou de mort dans des blocs opératoires et des zones sinistrées m'avaient donné une certaine perspective. Les drames familiaux, aussi douloureux soient-ils, égalaient rarement la gravité d'un anévrisme cérébral hémorragique ou d'un enfant piégé sous les décombres d'un tremblement de terre. Quoi qu'il arrive, j'y ferai face avec les mêmes mains sûres qui m'avaient guidé à travers des décennies de chirurgie. Et peut-être, juste peut-être, cet épisode douloureux mènerait finalement à de meilleurs résultats pour toutes les personnes concernées. En particulier pour mon fils. Lucas arriva tard le samedi soir, épuisé mais exalté par la réussite de son projet en Allemagne. Je l'accueillis avec son plat préféré et un minimum de questions,
sentant qu'il avait plus besoin de repos que de conversation. Il mentionna qu'Isabelle avait voulu l'attendre à l'aéroport, mais qu'il avait insisté pour rentrer directement à la maison afin de s'effondrer dans son propre lit avant de voir qui que ce soit d'autre. On déjeune avec elle demain après mon match de basket avec Thomas, me dit-il en étouffant un bâillement. Elle a dit qu'elle t'avait envoyé un message à ce sujet. C'est exact, confirmai-je simplement. Tout est arrangé. Il m'étudia un instant avec ce regard perspicace qu'il avait hérité de son père. Comment était son dîner? Vraiment? Je gardai mon calme. C'était révélateur, répondis-je. Ce qui était la vérité. Mais tu devrais dormir. On pourra en reparler demain. Le dimanche matin se leva, clair et lumineux. Lucas partit tôt pour retrouver Thomas, me faisant un câlin rapide et promettant d'être de retour avant midi pour le déjeuner avec Isabelle. Je préparai ses plats préférés. Une habitude de son enfance que je n'avais jamais perdue. Et mis la table de la salle à manger avec un calme délibéré, incertaine de ce que les heures à venir apporteraient. À 11h45, j'entendis la voiture de Lucas dans l'allée. Bien plus tôt que prévu. La porte d'entrée s'ouvrit et se referma avec une force inhabituelle. Ses pas, normalement tranquilles, résonnèrent rapidement et résolument sur le parquet. Maman, appela-t-il. Sa voix tendue par une émotion que je ne pus identifier immédiatement. Dans la cuisine, répondis-je, en m'essuyant les mains sur un torchon alors que je me tournais pour lui faire face. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, encore en tenue de sport, son expression un mélange complexe de colère, de confusion et de douleur. J'ai besoin de te poser une question. Et j'ai besoin de la vérité absolue. J'acquiesçai, me préparant mentalement. Toujours. Au dîner d'Isabelle. Commença-t-il. Sa voix contrôlée mais tendue. A-t-elle fait des commentaires insultants sur toi en espagnol? Pensant que tu ne comprendrais pas? Alors? Thomas lui avait dit. Oui. Répondis-je simplement. Et as-tu répondu en espagnol? En français et en italien? Faisant savoir à tout le monde que tu avais tout compris? Oui. Il passa une main dans ses cheveux. Un geste si semblable à celui de son père que cela me serra le cœur un instant. Pourquoi tu ne m'as rien dit? C'était la question que j'attendais. Celle qui exigeait la réponse la plus prudente. Parce que c'était entre Isabelle et moi. Parce que tu étais concentré sur un projet important à des milliers de kilomètres. Et parce que certaines révélations doivent se faire directement. Pas par des récits interposés. Elle t'a traité de vieille bique? Dit-il d'un ton plat. Et de chihuahua. Elle a dit à ses amis qu'elle allait te mettre dans une maison de retraite dès qu'on serait mariés. Elle. Sa voix se brisa légèrement. Elle s'est moquée de toi toute la soirée devant sa famille, ses amis, et même son patron. Je m'approchai, posant ma main sur son bras. Lucas. Et tu es resté assise là, à tout encaisser jusqu'à la fin de la soirée? Continua-t-il, les yeux brillants de larmes non versées. Puis tu as répondu avec plus de dignité qu'elle n'en méritait. Je soupirai doucement. La dignité était la seule réponse appropriée. La colère n'aurait rien accompli. Thomas a dit que son PDG était là. Qu'il a tout compris lui aussi. Et qu'il avait l'air de vouloir se cacher sous la table à la fin de ta réponse. Je ne pus m'empêcher d'esquisser un petit sourire à cette image. Monsieur Durand a semblé en effet plutôt déconcerté. Il m'a rendu visite après? En fait. Il... Quoi? La surprise de Lucas l'emporta momentanément sur sa colère. Il m'a offert un poste de consultante? Expliquai-je. Pour travailler avec leurs clients internationaux.
J'ai décliné. Mais c'était un geste attentionné. Lucas secoua la tête. Incrédule. Alors? Son patron t'a offert un travail après avoir été témoin de son comportement. Il rit sans joie. C'est tout simplement parfait. Le son d'une autre voiture se garant dans l'allée interrompit notre conversation. Isabelle était arrivée pour le déjeuner. Ignorant que son récit soigneusement construit s'était déjà effondré. L'expression de Lucas se durcit. J'ai besoin de gérer ça seule. Maman. Est-ce que ça te dérange de nous laisser un peu d'intimité? Bien sûr. Acceptez-je. Comprenant son besoin de confronter Isabelle sans que ma présence ne complique les choses. Je vais aller faire une promenade. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Alors que je rassemblais mon téléphone et mes clés. La sonnette retentit. Lucas redressa les épaules, se préparant visiblement à la confrontation à venir. Je me glissai dehors par la porte de la cuisine qui donnait sur le jardin, évitant ce qui promettait d'être une rencontre douloureuse. Mon quartier offrait des sentiers de promenade paisibles, bordés de vieux chênes et de jardins bien entretenus. Je choisis le chemin le plus long, donnant à Lucas tout le temps nécessaire tout en gardant mes pensées fermement ancrées dans le présent, observant les fleurs du printemps, saluant les voisins, appréciant le simple plaisir du mouvement physique. 1 heure s'écoula avant que mon téléphone ne vibre avec un message de Lucas. Elle est partie. Tu peux rentrer. Quand je revins, je le trouvais assis seul dans le salon, fixant la photo encadrée de nous 3 Lucas, Jacques et moi prises le jour de la remise de son diplôme universitaire. Son expression était sombre mais posée. J'ai rompu les fiançailles? Dit-il sans préambule alors que je m'asseyais à côté de lui. J'acquiesçai, n'exprimant ni approbation ni platitude. C'était sa décision et il n'avait besoin d'aucune validation de ma part. Elle a tout nié au début? Continua-t-il. Elle a dit que Thomas mentait? Que ses amis exagéraient? Que tu avais mal interprété son espagnol? Il secoua la tête. Quand je ne l'ai pas cru? Elle a changé de tactique, disant que c'était juste des blagues inoffensives que tu avais prises trop au sérieux. Une défense courante? Observai-je d'un ton neutre. Puis elle a pleuré. Elle a dit qu'elle était juste stressée par sa promotion? Par l'organisation du mariage? Par mon absence? Son expression se durcit à nouveau. Quand rien de tout ça n'a fonctionné? Elle s'est mise en colère. Elle a dit que toi et moi avions une relation malsaine? Que tu m'as manipulé toute ma vie? Que tu l'as délibérément humiliée pour nous séparer? Je restai silencieuse, lui permettant de traiter l'expérience à sa manière. Le truc, dit-il après un moment, c'est que même en disant tout ça, elle continuait de me parler comme si j'étais un enfant incapable de voir à travers une manipulation évidente. Comme si je ne pouvais pas reconnaître exactement ce qu'elle faisait parce que je ne l'avais jamais vue auparavant. Il leva les yeux vers moi. Son regard clair et certain. Mais je l'ai déjà vue. Chaque fois qu'elle parlait de toi quand tu n'étais pas là. Je pris sa main, la serrant doucement. Je lui ai dit que c'était fini. Poursuivit-il. Que je ne pouvais pas épouser quelqu'un qui manquerait de respect à ma mère? Ou à n'importe qui d'autre? De cette façon. Quelqu'un qui mentirait si facilement. Puis essaierait de me manipuler une fois prise sur le fait. Il expira lentement. Elle ne l'a pas bien pris. Je l'imagine. Dis-je doucement. Elle a dit qu'elle m'appellerait quand je réfléchirais plus clairement. Ajouta-t-il avec une grimace. Comme si ce n'était qu'un caprice temporaire qu'elle devait juste attendre de voir passer. Nous restâmes assis en silence pendant un moment. Le poids de ce qui s'était passé s'installant autour de nous. Finalement, Lucas se tourna vers moi avec une expression curieuse. Maman, pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu parlais couramment 3 langues?
Je souris légèrement. 4. En fait. Je me débrouille assez bien en anglais aussi. Même s'il est un peu rouillé. Il secoua la tête avec étonnement. Comment ai-je pu ne pas savoir ça de ma propre mère? C'était juste des outils pour mon travail. Lucas. Comme savoir utiliser différents instruments chirurgicaux. Nécessaires. Mais pas particulièrement remarquables. Je commence à penser, dit-il lentement, qu'il y a beaucoup plus en toi que je ne l'ai jamais réalisé. Je souris à mon fils. Cet homme réfléchi qui venait de prendre une décision douloureuse mais juste. Peut-être qu'il y a plus en nous deux qu'Isabelle n'a jamais compris. Les semaines qui suivirent installèrent une nouvelle et étrange réalité. La rupture des fiançailles de Lucas créa des ondes de choc au-delà de notre cercle familial immédiat, affectant ses relations sociales, ses liens professionnels et ses routines quotidiennes. Isabelle, fidèle à sa parole, appela à plusieurs reprises durant les premiers jours. Ses approches alternant de manière prévisible entre supplications larmoyantes, accusations colériques et raisonnements calculés. Quand aucune de ces tentatives ne réussit, elle essaya d'enrôler des amis communs comme intermédiaires. Des efforts qui échouèrent lorsque ces mêmes amis avaient été témoins ou avaient entendu parler de son comportement au dîner. Lucas géra la situation avec une maturité qui me rendit discrètement fière. Il resta ferme dans sa décision tout en refusant de diaboliser Isabelle publiquement, déclarant simplement qu'ils avaient des différences de valeurs fondamentales qui ne pouvaient être réconciliées. Lorsque des amis bien intentionnés mais curieux le pressaient pour obtenir des détails, il se contentait de dire que parfois, on voit quelqu'un clairement pour la première fois. Et on ne peut plus l'ignorer. Je maintins ma propre discrétion, déviant les questions avec une facilité acquise par la pratique. Cette retenue n'était pas calculée. Je n'avais aucun désir d'alimenter les commérages ou d'exacerber une situation déjà pénible. Mes années en médecine m'avaient appris que la dignité réside souvent dans ce qui reste non dit. 3 semaines après la rupture, Lucas reçut un appel inattendu de Richard Durand. « Monsieur Durand veut me rencontrer ?» me dit-il ce soir-là. Son expression perplexe. Le patron d'Isabelle. Il dit que ce n'est pas à son sujet. Mais il n'a pas voulu en dire plus. Tu vas le rencontrer? Demandai-je. Curieuse malgré moi. Je pense que oui. Répondit Lucas. Il est très respecté dans le secteur. Quoi qu'il veuille discuter, ça ne peut pas faire de mal d'écouter. La rencontre fut fixée pour le lendemain au Cercle des Affaires de Lyon. Le même établissement exclusif où le dîner fatidique d'Isabelle avait eu lieu. L'ironie ne nous échappa ni à l'un ni à l'autre. Lucas revint de la réunion avec des nouvelles qui nous surprirent tous les deux. Il m'a offert un poste, dit-il, semblant encore un peu stupéfait, pour diriger la division ingénierie de leur nouvelle initiative aérospatiale. Cela signifierait déménager à leur siège de Paris. Mais le poste est considérable. C'est assez inattendu, reconnus-je. Surtout étant donné les circonstances. Il a dit que ça n'avait rien à voir avec Isabelle ou la rupture? Poursuivit Lucas. Apparemment. Il suit mon travail depuis des mois. Le projet en Allemagne a été la confirmation finale dont il avait besoin que j'étais la bonne personne pour ce poste. J'étudiais l'expression de mon fils, notant le mélange de fierté professionnelle et de conflit personnel. Et qu'est-ce que tu en penses? L'opportunité est incroyable. Admit-il. Meilleur que tout ce que je pourrais espérer ici. Du moins pour les 5 prochaines années. Mais cela signifierait quitter Lyon. Terminé-je pour lui. Me laisser? Il hocha la tête. Le conflit évident dans ses yeux. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour y réfléchir. Nous restâmes assis en silence un moment avant que je ne reprenne la parole. Lucas. Que ferais-tu si je ne faisais pas partie de l'équation?
Si tu prenais cette décision uniquement en fonction de tes objectifs professionnels et de ton bonheur personnel? Il réfléchit attentivement. Je l'accepterais, dit-il finalement. C'est exactement le genre de défi que j'ai toujours cherché. L'équipe est de classe mondiale. La technologie est de pointe. Il soupira. Mais tu fais partie de l'équation? Maman. Surtout maintenant. Avec papa qui n'est plus là. Je ne veux pas te laisser seule. Je n'ai jamais voulu être la raison pour laquelle tu te limites. Dis-je doucement. Ni quand tu avais 18 ans et que tu envisageais les universités. Ni quand tu avais 24 ans et que tu débattais de cette bourse de recherche en Californie. Et certainement pas maintenant. C'est différent maintenant? Insista-t-il. Après la mort de papa. Après la mort de ton père? L'interrompis-je doucement. J'ai fait mon deuil. Nous l'avons tous les deux fait. Et t'avoir près de moi pendant cette période a été un immense réconfort. Je pris sa main. Mais Jacques serait le premier à te dire que construire ta vie autour de la protection de ma solitude n'est pas ce que nous voudrions pour toi. L'expression de Lucas suggérait qu'il n'était toujours pas convaincu. Que ferais-tu si je déménageais à Paris? C'était une question juste, à laquelle j'avais réfléchi depuis qu'il avait mentionné l'offre. Je continuerai mon bénévolat à la clinique. J'augmenterai peut-être mon implication dans le comité de planification des missions médicales. Je pourrais même. J'hésitais. Me surprenant moi-même avec la pensée qui venait de surgir. Je pourrais même reconsidérer l'offre de conseil de Monsieur Durand. Si elle est toujours d'actualité. En travaillant à distance? Bien sûr. Les sourcils de Lucas se haussèrent. Tu ferais ça? Ce serait à temps partiel? Clarifiai-je. Et cela me permettrait d'utiliser des compétences qui sont en sommeil depuis trop longtemps. Le travail à la clinique répond à mon besoin de contribuer sur le plan médical. Mais les langues? L'expérience interculturelle. Tout cela est largement inutilisé depuis ma retraite. Tu es sérieuse? Dit-il. M'étudiant avec une nouvelle compréhension. J'y songe. Rectifiai-je. Le fait est, Lucas, que j'ai des options. J'ai des intérêts, des capacités et un réseau de soutien qui s'étend au-delà de toi. Comme il se doit. Hochâtait-il lentement la tête, assimilant cette perspective. Je vais y réfléchir. Promit-il. Mais je ne prendrai aucune décision sans une réflexion approfondie. 2 jours plus tard, une élégante enveloppe couleur crème arriva par coursier. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite de Richard Durand. Docteur Dubois. J'espère que vous me pardonnerez cette communication directe. J'ai récemment parlé avec Lucas d'un poste au sein de notre entreprise. Une conversation? Je vous l'assure. Basée uniquement sur ses qualifications professionnelles, qui sont exceptionnelles. Je comprends son hésitation concernant le déménagement, étant donné votre relation étroite. Bien que je ne me permettrai jamais d'influencer les affaires familiales. Je tenais à réitérer que mon offre à votre égard reste ouverte. Avec des conditions flexibles qui pourraient accommoder le travail à distance et un emploi du temps de votre choix. Peut-être pourriez-vous envisager de visiter nos bureaux parisiens ensemble? Vous permettant à tous les deux d'explorer les possibilités sans engagement immédiat. Avec mon sincère respect. Richard Durand. La note était réfléchie. Stratégique et subtilement persuasive. Exactement ce qu'on attendrait d'un PDG prospère. Je me surpris à sourire de son approche. Appréciant à la fois sa transparence et sa reconnaissance sous-jacente de ce qui comptait vraiment pour Lucas. Ce soir-là, je posai la note sur le comptoir de la cuisine où Lucas la verrait à son retour de jogging. Ce n'était pas une décision que je pouvais ou devais prendre pour lui. Mais je pouvais m'assurer qu'il disposait de toutes les informations pertinentes. Quand il la trouva,
Il l'a lu 2 fois avant de lever les yeux vers moi. Il est persistant, observa-t-il avec une pointe d'admiration. Il réussit pour une raison, répondis-je. Les bons leaders reconnaissent le talent et trouvent des moyens de l'acquérir. Lucas tapota la note pensivement. Envisagerais-tu d'aller à Paris pour voir leurs opérations? Oui, répondis-je honnêtement. Non pas parce que je veux influencer ta décision, mais parce que je suis sincèrement curieuse de l'opportunité qu'il nous propose à tous les deux. Un lent sourire se dessina sur le visage de Lucas. Le premier sourire franc que j'avais vu depuis la rupture des fiançailles. Alors, allons à Paris. En me préparant à dormir cette nuit-là, je me surpris à réfléchir au chemin étrange et imprévisible qui nous avait menés ici. Ce qui avait commencé par les commentaires cruels d'Isabelle en espagnol avait, d'une manière ou d'une autre, ouvert des portes que ni Lucas ni moi n'avions anticipées. La révélation douloureuse de sa vraie nature l'avait libéré de ce qui aurait été un mariage malheureux. Et peut-être, juste peut-être, cela m'avait aussi libéré du rôle confortable mais limité que j'occupais depuis ma retraite. Parfois, pensais-je en glissant vers le sommeil, les moments les plus blessants contiennent des cadeaux inattendus. Non pas parce que la blessure elle-même a de la valeur, mais parce que la façon dont nous y répondons peut nous conduire à des endroits que nous n'aurions peut-être jamais découverts autrement. Paris nous accueillit avec son mélange caractéristique de chaleur provinciale et de sophistication urbaine. Richard avait organisé une voiture pour nous attendre à la gare de Lyon. Un chauffeur qui naviguait dans les rues animées de la ville avec une aisance de professionnel, nous indiquant les monuments et les quartiers que nous traversions. Notre logement, une suite élégante de 2 chambres dans un hôtel du Marais donnant sur une cour pavée, reflétait la même attention aux détails qui avait caractérisé toutes nos interactions avec lui jusqu'à présent. C'est un peu plus élaboré que ce à quoi je m'attendais pour un entretien d'embauche, observa Lucas alors que nous nous installions dans le salon spacieux situé entre nos chambres séparées. Ce n'est pas seulement un entretien d'embauche, lui rappelai-je. C'est une stratégie de recrutement. Il y a une différence. On dirait que tu as déjà été de l'autre côté de ce processus. Nota-t-il avec curiosité. Je souris légèrement. J'ai dirigé quelques comités de recrutement à mon époque. Les meilleurs talents en chirurgie ne se présentent pas simplement à votre porte. Vous devez les convaincre que votre hôpital offre quelque chose d'unique. Je fis un geste vers la vue impressionnante. Le principe est le même. Juste avec des atours différents. Notre itinéraire pour les 2 jours suivants était soigneusement structuré mais pas écrasant. Réunion matinale au siège de l'entreprise. Visite l'après-midi de quartiers résidentiels susceptibles d'intéresser Lucas. Et dîner en soirée avec les membres clés de l'équipe avec laquelle il travaillerait. Pour moi, Richard avait organisé des rencontres séparées avec le département des relations internationales, ainsi qu'une visite d'une clinique médicale gratuite similaire à celle où je faisais du bénévolat à Lyon. Pour comprendre le paysage local des soins de santé, expliquer la note d'information, et explorer les opportunités de bénévolat potentielles si vous décidiez de déménager. L'implication était claire sans être présomptueuse. Ils nous voulaient tous les deux. Et ils avaient mûrement réfléchi à ce qui compterait pour chacun de nous individuellement. Le siège de l'entreprise occupait les étages supérieurs d'un gratte-ciel étincelant dans le quartier de la Défense. En entrant dans le hall d'entrée impressionnant, avec ses sols en marbre et ses installations d'art contemporain, je sentis l'excitation croissante de Lucas. C'était une opération de classe mondiale, et l'opportunité de diriger une division à son âge représentait une accélération de carrière significative. Richard nous accueillit personnellement, ayant la courtoisie de me saluer en premier, bien que Lucas soit la cible principale du recrutement. Docteur Dubois, je suis ravi que vous ayez pu vous joindre à nous. Et Lucas, bienvenue dans ce qui, je l'espère, pourrait devenir votre foyer professionnel. La matinée se déroula avec précision.
Lucas fut emmené pour des réunions techniques et des visites d'installation, tandis que je fus présenté à Hélène Vasquez, la directrice des relations internationales. Richard parle en très haute estime de vos compétences linguistiques et de votre expérience interculturelle. Commença-t-elle alors que nous nous installions dans son bureau élégamment aménagé. Bien que je comprenne que votre formation soit en neurochirurgie plutôt qu'en affaires. C'est exact, confirmai-je. Les langues étaient des outils pour mon travail médical? Pas mon expertise première. D'après mon expérience? Répondit Hélène avec un sourire entendu. Les consultants les plus précieux sont ceux qui ont appliqué leurs compétences dans des situations réelles à enjeux élevés, plutôt que dans des contextes théoriques. Un chirurgien qui peut expliquer des procédures médicales complexes à des patients effrayés dans leur langue maternelle comprend la communication à un niveau que la plupart des professionnels des affaires n'atteignent jamais. Nous passâmes les 2 heures suivantes à discuter des objectifs d'expansion internationale de l'entreprise, des défis culturels spécifiques qu'ils avaient rencontrés, et du rôle qu'ils envisageaient pour quelqu'un avec ma combinaison unique d'expérience. Le poste serait à temps partiel et principalement à distance, avec des visites trimestrielles à Paris et des voyages internationaux occasionnels pour des négociations particulièrement sensibles. Nous ne vous demandons pas de devenir une consultante en affaires à plein temps, clarifia Hélène. Nous aimerions plutôt avoir accès à votre perspective et à vos capacités selon les besoins. La rémunération reflèterait la valeur que nous accordons à cet accès. Pas les heures travaillées. C'était une proposition soigneusement élaborée qui reconnaissait mon engagement principal envers le bénévolat médical tout en offrant une nouvelle voie pour appliquer des compétences sous-utilisées. Je me trouvais sincèrement intrigué par la possibilité. J'aurais besoin de temps pour y réfléchir, lui dis-je honnêtement. Et naturellement, ma décision sera influencée par celle de Lucas. Bien sûr, acquiesça-t-elle. Même si j'espère que vous savez que l'offre est indépendante. Richard a été impressionné par vous avant même de rencontrer votre fils. La visite prévue de la clinique gratuite locale se révéla tout aussi éclairante. L'établissement était plus grand et mieux équipé que celui de Lyon, avec des spécialistes bénévoles chaque semaine et un programme solide pour traiter les immigrants sans papier qui ne pouvaient pas accéder aux soins de santé traditionnels. La directrice médicale, en apprenant mon parcours, m'a immédiatement exposé les multiples façons dont mon expertise chirurgicale et mes compétences linguistiques pourraient bénéficier à leur population de patients. Nous avons une importante communauté hispanophone, expliqua-t-elle. Et notre population d'immigrants africains francophones a considérablement augmenté ces dernières années. Les médecins bénévoles qui peuvent communiquer directement avec les patients valent leur pesant d'or. Au moment où Lucas et moi nous retrouvâmes pour le dîner ce soir-là, j'avais une image beaucoup plus claire de ce que la vie à Paris pourrait être pour moi. Non seulement comme la mère de Lucas, qui avait déménagé pour être près de lui, mais comme une professionnelle ayant des contributions précieuses à apporter dans plusieurs domaines. Les yeux de Lucas brillaient d'excitation alors qu'il décrivait la division aérospatiale qu'il dirigerait potentiellement, les projets de pointe déjà en développement, et l'équipe d'ingénieurs qu'il avait rencontrée. Ils sont brillants, s'enthousiasma-t-il. Vraiment de classe mondiale. Et les ressources? Maman. Ils ont des capacités de test dont je n'ai fait que rêver. Le laboratoire de simulation à lui seul a des années d'avance sur tout ce avec quoi j'ai travaillé. Je souris à son enthousiasme, me rappelant l'expression similaire de Jacques lorsqu'il décrivait une technique chirurgicale particulièrement élégante ou une recherche prometteuse. Lucas avait hérité de l'engagement passionné de son père pour le travail qui mettait son intellect au défi. Et toi? Demanda-t-il, se souvenant soudain que j'avais eu mon propre programme de réunion. Comment s'est passée ta journée? Étonnamment intéressante, admis-je. Le rôle de consultante est plus substantiel que ce à quoi je m'attendais, axé sur des défis spécifiques plutôt que sur un travail de traduction générale.
Et la clinique gratuite ici a des ressources dont notre établissement de Lyon ne peut que rêver. Lucas m'étudia avec un regard perspicace. Tu y songes vraiment? N'est-ce pas? Pas seulement pour moi. Mais pour toi-même. Oui. Reconnus-je. Bien que je ne prenne aucune décision après une seule journée de réunion. Au dîner avec Richard et plusieurs cadres clés, la conversation coula naturellement entre les sujets d'affaires et les intérêts personnels. J'observais la dynamique de l'équipe avec un détachement professionnel, notant comment ils interagissaient avec Lucas, le respect qu'ils témoignaient à son expertise, leur intérêt sincère pour ses perspectives, l'absence de condescendance malgré sa relative jeunesse. Le plus révélateur fut un bref échange que j'entendis entre Richard et le directeur de la technologie alors qu'il pensait que personne n'écoutait. Il est plus vif que nous ne l'avions prévu, murmura le directeur de la technologie. Il pourrait diriger toute la division d'ici 5 ans s'il tient ses promesses. C'est exactement pourquoi nous avons besoin de lui, répondit tranquillement Richard. Et sa mère est tout aussi impressionnante. Un domaine totalement différent. Mais le même esprit analytique et le même noyau éthique. Je fis semblant de ne pas avoir entendu. Mais l'évaluation me plut. Non pas pour le compliment personnel, mais pour la reconnaissance qu'il voyait Daniel pour son véritable potentiel. Pas seulement comme un atout immédiat. Notre deuxième journée suivit un schéma similaire, avec des visites de quartiers ajoutées pour nous donner une idée de la vie quotidienne à Paris. Nous avons exploré les rues charmantes de Saint-Germain-des-Prés, l'atmosphère villageoise des Batignolles et l'élégance tranquille du 16e arrondissement. Au moment où nous montions à bord de notre train pour Lyon le lendemain matin, nous disposions tous deux de beaucoup plus d'informations qu'à notre arrivée. Pas de pression pour une décision immédiate? Nous avait assuré Richard lors de notre dernière réunion. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Les 2 postes resteront ouverts jusqu'à ce que vous ayez pris vos décisions. Dans le train, Lucas se tourna vers moi avec une expression d'une gravité inattendue. Je vais accepter le poste, dit-il tranquillement. Mais j'ai besoin de savoir. Honnêtement. Viendrais-tu à Paris parce que tu en as envie? Ou parce que tu ne veux pas que je m'inquiète de te laisser seule? Je pesai ma réponse avec soin, connaissant son importance. Les 2 ont influencé ma réflexion. Admis-je. Je ne vais pas prétendre que ta présence à Paris ne serait pas un facteur significatif. Mais les opportunités là-bas, à la fois le travail de conseil et les possibilités de bénévolat médical sont sincèrement attrayantes en elles-mêmes. Je croisai son regard directement. Je ne déménagerai pas toute ma vie uniquement pour soulager ta conscience. Lucas. Je nous respecte trop tous les 2 pour ça. Il hocha la tête, apparemment satisfait de ma sincérité. Alors, je pense que nous allons peut-être commencer un nouveau chapitre. Alors que notre train approchait de Lyon, la ville qui avait été notre foyer pendant tant d'années, je me sentis rempli d'un sentiment d'anticipation inattendue. Le changement, à mon âge, n'était pas quelque chose que j'avais recherché. Pourtant, il était là. Une nouvelle ville, de nouveaux défis professionnels, de nouvelles façons d'appliquer des compétences que j'avais cru pouvoir rester en sommeil pendant mes années de retraite. Tout cela parce qu'Isabelle m'avait traité de vieille bique en espagnol, n'imaginant jamais que je comprendrais chaque mot. Les tournants de la vie s'annoncent rarement à l'avance. Ils arrivent déguisés en moments ordinaires, en insultes lancées avec désinvolture, en petites décisions qui se transforment en changements radicaux. C'est peut-être pour cela que la résilience est si importante. Non seulement pour surmonter les moments douloureux, mais aussi pour reconnaître les opportunités qui s'y cachent. La décision de déménager se déroula par étapes pratiques plutôt que par déclarations émotionnelles. Lucas accepta formellement l'offre de Richard, négociant une date de début 6 semaines plus tard pour permettre une transition réfléchie.
Je contactai un agent immobilier respecté qui avait aidé plusieurs de mes collègues médecins, organisant la mise en vente de ma maison, notre maison familiale depuis plus de 20 ans pour la fin du mois. Ces démarches pragmatiques rendaient le changement monumental plus gérable, en décomposant une transformation de vie écrasante en tâches discrètes et réalisables. Pourtant, trier des décennies de souvenirs accumulés se révéla plus éprouvant émotionnellement que je ne l'avais prévu. « Tu veux garder les journaux médicaux de papa ?» demanda Lucas un samedi matin alors que nous nous attaquions au bureau de Jacques. Une pièce que j'avais laissée en grande partie intacte depuis son décès. Je fis glisser mes doigts le long des dos en cuir. Chaque volume représentant des années de documentation méticuleuse de mon mari sur des cas, des résultats de recherche et des observations professionnelles. Non. Décidai-je finalement. Mais il ne devrait pas être jeté. Contacte la bibliothèque de la faculté de médecine. Il conserve les archives des articles des membres distingués du corps professoral. Lucas hocha la tête, emballant soigneusement les journaux. Et ça? Indiqua-t-il une étagère de photographies encadrées. Jacques avec des internes en chirurgie. À des conférences médicales. Recevant des prix. Choisis-en quelques-unes qui ont du sens pour toi. Suggérai-je. Je ferai de même. Le reste, nous le photographierons numériquement et nous nous en séparerons. On ne peut pas tout emmener à Paris. Ce devint notre rituel du week-end. Évaluer systématiquement nos biens non seulement pour leur valeur pratique, mais pour leur signification émotionnelle. Qu'est-ce qui méritait un espace physique dans nos nouvelles vies? Qu'est-ce qui pouvait être préservé numériquement? De quoi pouvions-nous nous défaire entièrement? Le processus se révéla étonnamment libérateur. Chaque décision, chaque boîte soigneusement emballée ou donnée à une œuvre de charité, ressemblait à une préparation pour quelque chose de nouveau plutôt qu'à un abandon du passé. La nouvelle de notre déménagement imminent se répandit rapidement dans nos cercles respectifs. Mes collègues médecins exprimèrent leur surprise teintée d'admiration. Je n'aurais jamais imaginé que tu quitterais Lyon. Hélène, commenta le docteur Éléonore Chen. Mon ancienne interne en chirurgie est maintenant chef de service elle-même. Autour d'un café. Mais en même temps, tu as toujours défié les attentes conventionnelles. Ah bon? Demandai-je, sincèrement curieuse de cette perception. Absolument. Acquiesça-t-elle avec emphase. Femme neurochirurgien dans les années 1980. Équilibrant la maternité et la direction d'un service. Pionnière des techniques minimalement invasives quand tout le monde était réticent. Et maintenant? Tu réinventes complètement la retraite. Elle sourit chaleureusement. Tu as été mon modèle professionnel pendant 20 ans. Hélène. Cela confirme simplement que j'ai bien choisi. Lucas connut des réactions similaires de la part de ses collègues ingénieurs. Surprise initiale suivie de compréhension une fois qu'il expliqua l'opportunité exceptionnelle. Plusieurs lui demandèrent même de penser à eux si sa nouvelle division s'agrandissait. Isabelle, sans surprise, eut sa propre réaction à la nouvelle. Lucas reçut un long email de sa part 3 jours après avoir annoncé sa démission à son entreprise actuelle. Elle dit qu'elle est profondément préoccupée par ma décision. Me raconta-t-il ce soir-là. Son ton un mélange d'amusement et de blessures persistantes. Que cela semble suspectement hâtif suite à notre rupture. Et qu'elle craint que je prenne des décisions qui changent la vie sur une base émotionnelle plutôt que rationnelle. Une perspective intéressante. Observai-je d'un ton neutre. Continuant à préparer le dîner. Elle suggère aussi que tu as manipulé la situation. Utilisant tes compétences linguistiques inattendues pour l'embarrasser. Puis orchestrant d'une manière ou d'une autre cette offre d'emploi pour me séparer de mon réseau de soutien ici à Lyon. Il secoua la tête. Incrédule. Comme si Richard Durand, qui dirige une entreprise multimilliardaire, allait créer une division aérospatiale entière juste pour aider ma mère à se venger.
Ce serait assez élaboré? Convins-je. Incapable de réprimer un petit sourire. La partie la plus révélatrice? Poursuivit Lucas en faisant défiler le message. C'est là où elle dit qu'elle est prête à oublier les malentendus passés et à reconsidérer notre avenir ensemble si je reviens à une pensée rationnelle et que je décline le poste à Paris. Il leva les yeux. Son expression durcit. Comme si son acceptation conditionnelle devait être une incitation à abandonner l'opportunité de carrière de ma vie. Je posai une main réconfortante sur son épaule. Elle gère la perte à sa manière? Lucas. La relation? Le statut de fiancé? L'avenir qu'elle avait imaginé. Tout a disparu en un instant inattendu. Tu es remarquablement généreuse envers quelqu'un qui t'a traité de vieille bique. Observa-t-il avec ironie. Détachement professionnel? Répondis-je. 20 ans à annoncer des diagnostics difficiles vous apprennent à reconnaître les réactions émotionnelles sans les absorber personnellement. Je fis une pause, pesant mes prochains mots. Bien que j'admette que son évaluation de mes capacités d'orchestration est plutôt flatteuse. Apparemment, j'aurais pu avoir une carrière prometteuse dans l'espionnage industriel. Lucas rit. Un son authentique et léger que je n'avais pas entendu assez souvent depuis la rupture. Je ne vais pas répondre à son email? Décida-t-il. Il n'y a rien à gagner à poursuivre l'échange. Une sage approche. Approuvai-je. La maison se vendit plus rapidement que prévu. 3 jours après sa mise en vente, à un jeune chirurgien et sa femme qui attendaient leur premier enfant. Ils aimaient le quartier établi. La proximité de l'hôpital et le bureau à domicile qui nous avaient servi. À Jacques et à moi. Tout au long de nos carrières. La symétrie semblait appropriée. Une autre famille de médecins commençant son histoire là où la nôtre passait à un nouveau chapitre. Paris en automne se révéla plus beau que je ne l'avais prévu. Le ciel semblait plus vaste. La lumière plus douce. Se reflétant sur les façades haussmanniennes couleur crème et les feuilles dorées des platanes qui bordaient les boulevards. La ville elle-même pulsait d'une énergie qui semblait différente du rythme plus réservé de Lyon. Plus large, plus audacieuse, moins contrainte par la tradition et l'histoire. Nos arrangements de vie séparés fonctionnèrent bien pour nous deux. Lucas se lança dans son nouveau rôle avec une intensité caractéristique, travaillant souvent tard alors qu'il absorbait les complexités de la division aérospatiale qu'il dirigeait désormais. J'établis mes propres routines, bénévolat à la clinique médicale 3 matinées par semaine. Session de conseil avec l'équipe internationale d'Hélène la plupart des après-midi. Et exploration de ma nouvelle ville pendant le temps qu'il me restait. Le voyage promis à Paris se matérialisa 6 semaines après notre déménagement. Nous voyageâmes séparément. Lucas partant directement d'une conférence en Allemagne tandis que je prenais le TGV depuis la gare de Lyon. Utilisant des points de fidélité accumulés au cours de ma carrière chirurgicale mais rarement utilisés jusqu'à présent. Richard avait organisé notre hébergement dans un discret hôtel de charme près des bureaux de l'entreprise dans le 8e arrondissement. Élégant sans ostentation. Le genre d'établissement qui s'adresse aux voyageurs d'affaires avertis plutôt qu'aux touristes. Ma suite donnait sur un petit jardin intérieur, offrant une tranquillité inattendue au cœur de l'agitation parisienne. Lucas et moi nous retrouvâmes pour dîner la veille de nos réunions prévues. Comparant nos notes sur nos préparations respectives. Il avait passé la journée à examiner les spécifications techniques et les projections d'investissement. Tandis que j'avais rafraîchi ma terminologie médicale française, qui différait considérablement du vocabulaire commercial dont j'aurais besoin pour ces négociations. Nerveuse? Demanda-t-il alors que nous dégustions un coq au vin parfaitement préparé dans un bistrot que Richard avait recommandé. Convenablement alerte? Corrigeai-je avec un petit sourire. Ce n'est pas de la neurochirurgie. Personne ne mourra si je conjugue mal un verbe. C'est vrai? Reconnut-il. Bien qu'il y ait des millions d'euros potentiellement en jeu. Une pression d'un genre différent. Convins-je.
Mais après des décennies de décisions de vie ou de mort, je trouve les enjeux financiers remarquablement moins stressants. Le lendemain matin apporta notre première surprise. Alors que nous entrions dans la salle de conférence des bureaux parisiens, nous fûmes accueillis non seulement par Richard et les cadres français attendus, mais aussi par un visage que je reconnus instantanément bien que ne l'ayant vu qu'une seule fois auparavant. La mère d'Isabelle, Claudia Moreau, se tenait en conversation avec Richard près de la table des rafraîchissements. Lucas se figea un instant à côté de moi, son sang-froid professionnel brièvement ébranlé. Je posai une main stabilisatrice sur son bras, maintenant ma propre expression neutre alors que Richard remarquait notre arrivée et s'approchait avec Claudia. Hélène. Lucas. Excellent timing. Nous salua-t-il chaleureusement. J'aimerais vous présenter Claudia Moreau, PDG d'Innovation Globale. Son entreprise contrôle d'importantes capacités de fabrication aérospatiale en Espagne qui pourraient être cruciales pour notre expansion européenne. L'expression de Claudia enregistra un choc momentané avant de se lisser en une politesse professionnelle. Elle tendit la main d'abord à moi, puis à Lucas. Docteur Dubois. Monsieur Dubois. Quel plaisir inattendu. Madame Moreau. Répondis-je d'un ton égal, passant immédiatement à l'espagnol. Et un placé conocer la forme allemande. Creo que nos vimos brèvement en la cena de Suija a Suno Meses. C'est un plaisir de vous rencontrer formellement. Je crois que nous nous sommes vus brièvement au dîner de votre fille il y a quelques mois. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement à ma reconnaissance directe de notre rencontre précédente. Si. Répondit-elle. Maintenant la conversation en espagnol. Si. Aunque no tuvimos realm la oportunidad de hablar. Oui. Oui. Bien que nous n'ayons pas vraiment eu l'occasion de parler. El tiempo tiene manera interesante de crear nueva oportunidad? Observez-je. Le temps a des façons intéressantes de créer de nouvelles opportunités. Lucas, dont l'espagnol était fonctionnel mais pas courant, fit preuve de courtoisie professionnelle en anglais. Madame Moreau. Je suis impatient de discuter de la manière dont nos initiatives aérospatiales pourraient s'aligner sur vos capacités de fabrication. La tension momentanée se dissipa alors que Richard nous guida vers nos sièges, apparemment inconscient des courants sous-jacents entre nous. Alors que la réunion commençait avec les présentations des investisseurs français et italiens également présents, je surpris Claudia en train de m'étudier avec une réévaluation non dissimulée. Les négociations se déroulèrent avec une concentration professionnelle, chaque partie présentant ses intérêts et ses contributions potentielles au partenariat proposé. Lorsque les discussions techniques commencèrent, Lucas occupa le devant de la scène, articulant des concepts d'ingénierie complexes avec une clarté impressionnante. Je fournis une assistance linguistique occasionnelle, m'assurant que les points techniques nuancés n'étaient pas perdus dans la traduction. Pendant une pause en milieu de matinée, Claudia s'approcha de moi alors que je me tenais près de la fenêtre donnant sur la rue parisienne. Vous n'avez jamais mentionné votre parcours professionnel ce soir-là au dîner? Dit-elle en espagnol. Son ton soigneusement neutre. Ce n'était pas pertinent pour la conversation? Répondis-je simplement. Et on ne m'a pas vraiment donné l'occasion de partager des informations personnelles. Elle reconnut cela par un léger hochement de tête. Isabelle m'a parlé du nouveau poste de votre fils ici. Elle croit qu'il y a eu des circonstances inhabituelles entourant son recrutement. Je croisai son regard directement. La seule circonstance inhabituelle a été que Richard Durand a été témoin du comportement de votre fille lors de son dîner de célébration. Le reste a suivi une logique commerciale naturelle. Claudia sirota son café pensivement. J'aurais dû intervenir ce soir-là? Dit-elle finalement, me surprenant par sa franchise. Quand Isabelle a commencé à parler de vous en espagnol. C'était inapproprié. Oui. Convins-je sans élaborer.
Certaines reconnaissances ne nécessitent aucun adoucissement. Elle a hérité du tempérament de son père et de mon ambition. Continua Claudia. Pas toujours une combinaison heureuse. Elle jeta un coup d'œil vers Lucas, qui était engagé dans une conversation animée avec les investisseurs italiens. Votre fils semble remarquablement posé pour quelqu'un de son âge. Diriger une division de cette ampleur n'est pas une mince responsabilité. Lucas a toujours bien géré la pression. Notez-je. La fierté parentale évidente malgré mon attitude professionnelle. Il prend des décisions basées sur des principes plutôt que sur l'impulsion. Une qualité précieuse. Observa-t-elle. L'implication restant en suspens entre nous. La session de l'après-midi se concentra sur les projections financières et les cadres juridiques. Des domaines où mon implication était minime. J'observais les interactions avec un détachement professionnel, notant comment Richard gérait subtilement les intérêts concurrents pour parvenir à une conclusion mutuellement bénéfique. À la fin de la journée, un accord préliminaire avait été conclu, les détails techniques spécifiques devant être finalisés au cours des semaines à venir. Richard organisa un dîner de célébration dans un restaurant étoilé près de l'Arc de Triomphe, où la conversation devint plus personnelle maintenant que les objectifs commerciaux avaient été atteints. Assise à côté de Claudia, je me trouvais engagée dans un échange étonnamment franc sur les exigences de la carrière et les relations familiales. Équilibrer la direction d'entreprise avec la maternité n'a jamais été simple. Reconnut-elle après avoir partagé des détails de son ascension dans le milieu des affaires espagnoles dominé par les hommes. Peut-être que je me suis trop concentrée sur l'enseignement à Isabelle de la réussite professionnelle et trop peu sur d'autres valeurs. L'éducation des enfants n'offre aucune formule parfaite, répondis-je, pensant à mes propres imperfections en tant que mère. Nous faisons tous des choix basés sur ce qui semble le plus important à l'époque. Votre fils lui a-t-il parlé depuis la rupture des fiançailles ? Demanda-t-elle. Son ton soigneusement désinvolte. Pas à ma connaissance, répondis-je honnêtement. Lucas a tendance à faire des ruptures nettes lorsque la confiance est brisée. Une qualité qu'Isabelle pourrait bénéficier de développer. Acquiesça lentement Claudia. Elle hésita avant d'ajouter, elle ne gère pas bien la situation. Sa performance professionnelle reste excellente. Mais personnellement, elle semble incapable de traiter ce qui s'est passé. Je ressentis une pointe de compassion inattendue. Malgré le comportement d'Isabelle, elle était toujours la fille chérie de quelqu'un, luttant avec des conséquences qu'elle n'avait pas anticipées. Le temps offre souvent une perspective qui n'est pas immédiatement disponible. Offris-je. Ni condamnation ni absolution. Peut-être. Convainc Claudia. Bien que certaines leçons soient plus difficiles à apprendre que d'autres. Alors que la soirée se terminait et que nous nous préparions à retourner à nos hôtels respectifs, Richard s'approcha avec une satisfaction évidente. Une première collaboration réussie, observa-t-il. J'avais le sentiment que vous deux travailleriez bien ensemble. Lucas et moi échangeâmes un bref regard d'amusement partagé devant son ignorance de notre connexion compliquée. Parfois, les partenariats les plus inattendus se révèlent les plus productifs, répondis-je diplomatiquement. Plus tard, en marchant avec Lucas le long de la Seine alors que les lumières scintillaient sur l'eau sombre, je partageais l'essentiel de ma conversation avec Claudia. Elle semble plus consciente d'elle-même que sa fille, observa-t-il. Bien que la barre soit assez basse. La plupart des parents reconnaissent les défauts de leurs enfants même s'ils ne peuvent pas les corriger entièrement. Notez-je. Travailler avec sa mère a-t-il créé des difficultés pour toi ? Étonnamment. Non. Répondit-il après une pause réfléchie. Claudia est clairement compétente et directe. Rien à voir avec Isabelle dans un contexte professionnel. Il me jeta un coup d'œil curieux. Et toi ? Était-ce inconfortable de naviguer dans cette connexion inattendue ? C'était éclairant. Décidai-je.
Voir la mère m'a aidé à mieux comprendre la fille. Pas à excuser son comportement, mais à le contextualiser. Nous nous arrêtâmes à un point de vue surplombant la cathédrale Notre-Dame illuminée. Sa flèche reconstruite s'élevant vers le ciel après l'incendie dévastateur des années auparavant. La vie suit rarement les chemins attendus. Songez-je en désignant la cathédrale. La destruction mène parfois au renouveau. Les fins douloureuses créent de l'espace pour de nouveaux commencements. Très philosophique. Maman. Me taquina gentiment Lucas. C'est la faute de Paris? Répondis-je avec un sourire. La ville inspire la contemplation. Alors que nous poursuivions notre promenade nocturne à travers une ville que ni l'un ni l'autre ne s'attendait à visiter à ce titre, je réfléchis à l'extraordinaire chaîne d'événements qui nous avait amenés ici. Un commentaire cruel en espagnol à une table de dîner avait déclenché une séquence qui avait transformé nos deux trajectoires professionnelles et nous plaçait maintenant, de manière improbable, en relation d'affaires directe avec la mère de la femme qui avait par inadvertance tout catalysé. Si je croyais au destin, j'aurais pu voir une certaine symétrie cosmique dans ce développement. En tant que chirurgienne, cependant, j'avais toujours fait confiance à la cause et à l'effet plutôt qu'à la destinée. La progression logique des événements suivant des conditions initiales, modifiées par des choix humains en cours de route. C'était peut-être la leçon la plus importante qui se dégageait de ce chapitre inattendu. Nous ne pouvons pas contrôler toutes les circonstances qui affectent nos vies. Mais nous déterminons absolument nos réponses à celles-ci. Isabelle avait choisi la cruauté et la tromperie face à l'inconfort. Lucas avait choisi l'intégrité face à une vérité douloureuse. Et j'avais choisi d'embrasser de nouvelles possibilités plutôt que de m'accrocher à des limitations familières. Les résultats reflétaient ces choix. Non pas une justice cosmique, mais des conséquences naturelles découlant de décisions individuelles prises à des moments critiques. Alors que nous retournions à notre hôtel sous un ciel parisien étoilé, je ressentis une profonde gratitude. Non pas pour la méchanceté d'Isabelle qui avait tout mis en mouvement, mais pour la capacité de transformer ce qui aurait pu être simplement douloureux en quelque chose d'inattendu et de précieux. 1 an. Jour pour jour. Après le dîner fatidique d'Isabelle, je me trouvais dans un lieu inattendu, debout devant un auditoire d'étudiants en médecine et de boursiers internationaux à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, donnant une conférence sur la communication interculturelle en milieu neurochirurgical. Le poste de conseiller que l'on m'avait proposé avait évolué vers un rôle plus complet que ce que nous avions initialement envisagé, englobant non seulement la supervision clinique mais aussi des composantes éducatives formelles. Le langage de la médecine est universel dans ses aspects techniques, expliquai-je aux visages attentifs devant moi. Mais le langage de la guérison transcende la simple terminologie. Il nécessite de comprendre les contextes culturels, les dynamiques familiales et les récits uniques que les patients apportent à leurs expériences médicales. Alors que je guidais ces brillants jeunes chirurgiens à travers des études de cas illustrant comment la conscience linguistique et culturelle pouvait considérablement améliorer les résultats pour les patients, je ressentis un profond sentiment d'accomplissement professionnel, différent de tout ce que j'avais connu depuis ma retraite de la pratique chirurgicale active. Ce n'était pas simplement enseigner des compétences techniques, c'était transmettre une sagesse accumulée au fil de décennies de pratique dans des circonstances que ces étudiants pouvaient à peine imaginer. Après la conférence, le chef de service, le docteur Marc Lévesque, un homme de mon âge, posé et respecté, me rejoignit pour un café. Les boursiers internationaux ne tarissent pas d'éloges sur vos sessions? M'informa-t-il. Nous avons eu des neurochirurgiens de renom en visite auparavant, mais jamais un qui pouvait passer sans effort entre 4 langues tout en maintenant à la fois la précision technique et l'intelligence émotionnelle. Cela a été étonnamment gratifiant, reconnus-je. Le gala du programme international de l'hôpital a lieu le mois prochain, mentionna-t-il après un moment. Votre présence serait particulièrement appréciée. En fait,
dit-il avec une hésitation qui semblait inhabituelle pour son comportement habituellement confiant. J'espérais que vous envisageriez d'y assister en tant que mon invité. Plutôt qu'à titre officiel. Un dîner avant? Peut-être. La double nature de l'invitation? Professionnelle et potentiellement personnelle? Fut immédiatement claire. J'étudiais ce collègue respecté qui présentait maintenant une possibilité que je n'avais pas anticipée. Ce serait charmant. Marc? Décidai-je. Surprise de la facilité avec laquelle l'acceptation vint. J'apprécierais l'occasion de converser en dehors de notre contexte clinique habituel. Ce soir-là, Lucas me rejoignit pour notre dîner hebdomadaire. Alors que je préparais un plat de pâtes dans ma cuisine, il me mit au courant des récents développements des partenariats aérospatiaux européens. La fabrication de composants en Espagne dépasse les attentes de qualité, rapporta-t-il. Claudia Moreau a personnellement supervisé la mise en œuvre de nos spécifications. Elle me frappe comme étant très impliquée pour une PDG. Observai-je. Alors que nous nous installions à ma table à manger surplombant le panorama nocturne de Paris, je me surpris à réfléchir aux changements extraordinaires que l'année écoulée avait apportés. Penses-tu parfois à quel point les choses auraient pu être différentes? Demandai-je. La date anniversaire rendant la réflexion inévitable. Parfois. Admit Lucas. Je serais probablement encore à Lyon. Peut-être marié à Isabelle maintenant. Continuant dans mon ancien rôle. C'est étrange de considérer cette chronologie alternative. Comment quelque chose de si douloureux sur le moment a créé de l'espace pour quelque chose de tellement mieux. Hélène Vasquez a mentionné qu'Isabelle a apparemment trouvé ses marques à Madrid. Partagez-je. Elle dirige leur division marketing pour les marchés du sud de l'Europe. Tant mieux pour elle. Dit Lucas sans sarcasme. La distance et le temps offrent une perspective que la proximité empêche souvent. En effet. Convins-je. Pensant à la façon dont ma propre perspective avait évolué de cette soirée difficile à notre réalité actuelle. Notre conversation dériva vers des sujets plus légers. Alors que nous dégustions un tiramisu de notre pâtisserie italienne préférée, Lucas m'étudia avec une curiosité soudaine. Tu sembles différente ce soir? Observa-t-il. Plus réfléchie. Mais aussi plus légère en quelque sorte. J'hésitai brièvement avant de partager le développement inattendu de la journée. Marc l'évêque m'a invité au gala de l'hôpital en tant que son invité. Les sourcils de Lucas se haussèrent légèrement. Un sourire se formant. Comme un rendez-vous? La distinction n'a pas été explicitement clarifiée. Répondis-je avec une précision académique qui le fit rire. Maman. À ton niveau d'accomplissement professionnel? Personne ne t'invite à dîner à l'avance à moins d'être intéressé par plus que tes opinions sur les techniques neurochirurgicales. Je ressentis une bouffée d'incertitude momentanée qui semblait remarquablement juvénile pour quelqu'un de mon âge et de mon expérience. Cela fait 7 ans que ton père est mort. L'idée de relations personnelles au-delà de l'amitié n'a pas fait partie de mes considérations. Papa voudrait que tu sois heureuse? Dit doucement Lucas. Que tu trouves des liens et de la joie où qu'ils se présentent. Oui. Convins-je. Le sachant avec une certitude absolue. Il le voudrait. Plus tard. Debout près de la fenêtre de mon salon. Regardant les lumières de Paris scintiller contre l'obscurité. Je réfléchis au voyage extraordinaire de cette soirée pluvieuse à Lyon à ce moment précis. La tentative d'Isabelle de m'humilier en espagnol avait par inadvertance ouvert des portes que ni elle ni moi n'aurions pu anticiper. Des opportunités professionnelles? Une croissance personnelle? De nouveaux commencements dans des endroits inattendus. Il y avait une leçon profonde dans cette séquence d'événements. Non pas sur la vengeance ou la justice, mais sur la façon dont nos réponses aux moments difficiles comptent souvent plus que les moments eux-mêmes. J'avais choisi la dignité plutôt que les représailles. Des limites claires plutôt qu'un conflit sans fin.
Et l'ouverture à de nouvelles possibilités plutôt que le repli sur des limitations familières. Les résultats de ces choix m'entouraient maintenant. Une nouvelle identité professionnelle épanouissante. Un travail significatif dans plusieurs domaines. Mon fils s'épanouissant dans sa carrière. Et peut-être même le début timide d'une connexion personnelle inattendue. Tout cela parce que je comprenais l'espagnol, le français et l'italien. Des langues apprises non pas pour le prestige ou l'intérêt académique, mais comme des outils pratiques pour aider les autres dans leurs moments les plus vulnérables. Parfois, les capacités que nous développons dans un but révèlent leur vraie valeur dans des contextes entièrement différents. Et parfois, les moments qui semblent conçus pour nous diminuer deviennent plutôt les catalyseurs de notre croissance la plus significative.